Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. J'ai entendu des choses vraiment très très belles ce matin. J'espère que ce que j'ai à vous dire en fait fera écho à ce que vous avez entendu. En fait, je pense que ça devrait faire écho à ce que j'ai entendu là. Je voudrais remercier en fait les organisateurs, en particulier Madame Legros-Lafarge pour l'invitation. C'est une invitation un petit peu inhabituelle pour nous en fait, qui vont dans le cadre de la médiation scientifique. Et donc j'espère que je saurai vous apporter des informations et peut-être vous convaincre de franchir le pas. Donc en fait je suis Anne Druy, je suis ici en tant que représentante de l'association Récréascience. Alors ça c'est mon parcours en fait, c'est ce que je suis actuellement dans ma vie professionnelle. C'est important quand on est scientifique, c'est ma formation et c'est mon métier aussi. Je suis chercheuse à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et en tant que scientifique, quand on intervient, quelle que soit l'intervention, la première chose qu'on fait, c'est de dire qui on est, de façon à vous laisser le choix, vous public, de décider si vous allez ou non nous faire confiance. Donc je ne vais pas parler en fait de mon activité professionnelle, puisque ce n'est pas le sujet et l'objet aujourd'hui de cette présentation. Par contre, je voudrais faire juste un focus sur la diffusion de la culture scientifique, qui est une partie de mon activité professionnelle et que je pratique en étant une pratiquante absolument convaincue des bienfaits de la médiation scientifique. J'ai notamment conçu et animé un certain nombre d'animations scientifiques en utilisant les outils de la médiation scientifique, et ce pour divers publics, grand public, scolaires, mais également les enseignants du secondaire et également aussi des collègues. Puisqu'on peut avoir besoin de faire de la médiation scientifique vers ses propres pairs. Et puis, aujourd'hui, j'interviens en tant que membre du bureau de l'association Récréascience, qui est un centre de culture, de diffusion de la culture scientifique, un centre de culture scientifique, technologique et industrielle, qui sévit en fait sur le territoire du Limousin. Alors, en fait, quand Madame Legros-Lafarge nous a contactés au niveau de Récréascience, voilà un petit peu l'état dans lequel j'étais, je me suis dit, waouh, le sujet est sacrément difficile, ça va être un sacré défi à relever. Et puis, je me suis retrouvée à peu près dans le même état la semaine dernière, quand je me suis dit, bon, il va falloir que je m'y mette, que je construise quelque chose d'un petit peu solide. Je me suis dit, ouais, page blanche, plutôt diapo blanche, je vais faire quoi, je vais dire quoi, parce qu'en fait, il y a très très peu en fait, de données factuelles, scientifiques en fait, sur le domaine et sur les bienfaits de la médiation scientifique. Alors moi, je suis quand même lancée et à bien y réfléchir, je me suis dit, bon, on va quand même revenir un petit peu classique. Donc la médiation scientifique, c'est quoi? La médiation scientifique, en fait, comment on en fait? La médiation scientifique, ça vise quel objectif? Est-ce que ça marche? D'accord, c'est quand même la question qui nous intéresse peut-être le plus. Et puis, est-ce qu'il y a des professionnels qui savent le faire, notamment en Nouvelle-Aquitaine, et en particulier sur les territoires limousin? Et puis, finalement, pour conclure, est-ce que, au niveau de tout ça, ça pourrait avoir un intérêt au niveau de la réhabilitation psychosociale? Alors, commençons par la médiation scientifique, c'est quoi? C'est assez facile à définir, on trouve des définitions, si vous tapez sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous trouverez certainement ces définitions. À savoir, c'est une pratique qui rend accessible la connaissance scientifique. Quand on parle de connaissance scientifique, c'est celle qu'on a démontrée, qui suit en fait une démarche scientifique, on a observé, on a fait une expérience, on a eu des résultats, et ces résultats, on a tiré des conclusions, on est donc sur des faits et pas sur simplement une opinion. Alors cette médiation scientifique, vous allez me dire, ouais, médiation scientifique, vulgarisation, vous prenez bien un peu la tête. Je dirais peut-être pas tout à fait en fait. La vulgarisation, c'est cette idée en fait qu'on a un sachant, par exemple le scientifique qui va diffuser en fait son savoir auprès d'un ignorant. C'est une relation extrêmement verticale en fait qui est liée à la vulgarisation scientifique. Quand on est dans la médiation scientifique, on va rechercher quelque chose d'un petit peu différent dans l'interaction. On va chercher d'ailleurs de l'interaction et on va être dans une relation un petit peu plus horizontale avec cette idée qu'on a un sachant, le scientifique, qui va partager son savoir avec un ignorant, mais qui lui-même est quand même sachant, peut-être dans d'autres domaines. Et donc, en fait, il va y avoir une diffusion à double sens, en fait, de cette connaissance. Et c'est ce que recherche la médiation scientifique. Et cette médiation scientifique, en fait, elle va donc chercher à rendre, finalement, la personne à qui on veut proposer un savoir, à amener un savoir, en fait, de rendre cette personne actrice, finalement, de son apprentissage et pas simplement spectatrice. Donc au niveau de la médiation scientifique, on parle effectivement de personnes que au départ qui sont plutôt spectateurs, on cherche à les amener vers un état plutôt d'acteur de l'apprentissage,
Et entre les deux, eh bien, on peut en fait solliciter quelque chose, en fait, chercher à rendre le spectateur impliqué, impliqué notamment émotionnellement. On va être dans le cas d'un spectateur qui va être en réaction. Et pour obtenir en fait ces différents états, eh bien, on va pouvoir utiliser différents moyens. Alors il n'y a pas un moyen pour faire la médiation scientifique, il n'y a pas un média, il y a plein de façons de faire, et il n'y a pas une seule feuille de route, chacun y met un petit peu ce qu'il peut, ce qu'il veut. Le but étant à atteindre, c'est de faire réagir la personne. Alors, par exemple, face à un public qui est plutôt spectateur, on va proposer par exemple des messages TikTok. Les messages TikTok, ça peut super bien marcher avec un public jeune. Ok, mais on peut aussi aller sur le documentaire télévisuel ou encore l'interview radiophonique pour des personnes peut-être un peu plus âgées, en fait, ça va les intéresser. Mais ils restent spectateurs, en fait, spectateurs ou auditeurs. Mais ils sont peu actifs. Et puis on peut aller sur des choses beaucoup plus actives, en fait, où effectivement la personne va être mise en action. Ça va être effectivement des expositions interactives, mais ça peut être des conférences où le public est vraiment dans le débat avec l'intervenant, où le public va être interrogé, il va participer parce qu'on va l'amener à réfléchir à travers, par exemple, la mise en œuvre de quiz. Ça peut être des escape games, c'est très à la mode actuelle dans la médiation scientifique, ça peut être de la manipulation. Je ne parle pas de manipulation mentale, je parle de la manipulation avec les mains. C'est d'ailleurs l'objet, en fait, ce qui est au centre, en fait, d'une grande association de médiation scientifique qui s'appelle La main à la pâte, qui a été mise en place et déployée, en fait, par Chartak, qui était un physicien, en fait, qui a été prix Nobel, donc un physicien français prix Nobel. Voilà, donc cette grande idée qu'en mettant les mains à la pâte, en fait, on devient acteur, on comprend mieux, etc. Et puis, on peut être sur du jeu de rôle et encore plein d'autres façons de faire. Et puis, une autre façon de rendre, en fait, les gens acteurs, au moins de les faire réagir, à minima d'être spectateurs en réaction, ça va être d'utiliser en fait des modalités de transmission du savoir qui sont des modalités décalées, en utilisant l'humour, en utilisant la provocation, etc. Et ça peut marcher. Alors, ici, en fait, c'est quelque chose que j'ai... en fait, je me suis rendu compte qu'il existait déjà des animations scientifiques dans le domaine de la psychiatrie, qui était sur le modèle, effectivement, qui utilise clairement les outils de la médiation scientifique. Par exemple, ce festival qui avait lieu, en fait, le week-end dernier, en même temps que la fête de la science, c'est le festival qui s'appelle Pop and Psy. En fait, c'est un festival, en fait, qui cherche à déstigmatiser les troubles psychiques en utilisant la pop culture. Alors, c'est un festival qui se présente comment? Eh bien, il faut que j'en mette mes lunettes parce que je ne connais pas par cœur. Donc effectivement, on va avoir des tables rondes, des talks, des ateliers interactifs, des expositions d'art graphique, un espace dédié aux acteurs associatifs, des spectacles et des sessions live. Eh bien, voilà un petit peu ce qui a été imaginé, en fait, et qui clairement utilise tous les outils de la médiation scientifique. Alors, est-ce que cette médiation scientifique, elle va servir à quoi, en fait? Pourquoi on en fait? Et pourquoi il y a un petit peu d'argent actuellement qui est mis sur la table pour faire de la médiation scientifique? Eh bien, la première raison qui fait que les scientifiques eux-mêmes sont allés sur ce terrain-là, c'était notamment pour créer des vocations, démystifier la science et créer des vocations. Gros problème en fait de vocation scientifique, notamment pour les sciences dures, exactes dures en fait, les mathématiques et la physique, énorme problème. Et donc effectivement cette idée de on va faire du spectaculaire, on va montrer des choses qui vont intéresser les gens, on va faire venir les jeunes vers ces disciplines-là. Ok. Autre raison pour laquelle on fait de la médiation scientifique, c'est par exemple ce cas. Donc effectivement, le grand exemple de démystifier, créer des vocations, c'est la fête de la science. Elle a été créée pour ça au départ. L'autre raison, en fait, pour faire de la médiation scientifique, ça va être effectivement d'éduquer, de démonter des idées reçues, de faire en sorte d'expliquer le monde actuel, parce que c'est un monde extrêmement complexe, mais également de pousser les gens, en fait, les citoyens, les politiques, à agir, à réagir, à prendre action. En fait, et c'est par exemple ce cas, en fait, vous avez l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui depuis quelques années, post-Covid, ils ne s'étaient pas précipités avant pour le faire, donc en post-Covid, en fait, ils se sont dit, quand même, il va falloir qu'on sorte de notre tour d'ivoire, en fait, qu'on descende un petit peu vers le peuple, vers les ignorants, et quand même qu'on essaie de faire changer un petit peu la donne, d'un point de vue des actions en santé, et faire réagir, en fait, les gens. Donc ils ont choisi, en fait, un mode complètement décalé. Ce sont des courtes vidéos sur Canal Détox, en fait, de l'INSERM, et effectivement, on parle, en fait, d'affirmations complètement loufoques, et l'idée, c'est de faire réagir les gens, qu'ils aillent, en fait QR-coder, en fait, la vidéo, qu'ils aillent la regarder, que ça ne fasse réfléchir.
Alors, est-ce que la médiation scientifique, en fait, ça marche? Bon, grande question, vaste débat. Là où il n'y a pas trop de débat, en fait, c'est que ça crée des vocations. Ça, nous, on le voit, en fait, tous les jours dans les laboratoires. On a des jeunes, en fait, qui se décident à faire des études longues, des études, en fait, dans le domaine scientifique, parce qu'un jour, ils ont assisté, en fait, à des animations de la fête de la science, parce qu'il y a eu un scientifique qui est venu parler, en fait, leur parler en classe, etc. Il y a une étincelle, cette étincelle, en fait, ça s'est jamais éteinte. Donc ça marche. Ça, on en connaît tous des exemples comme ça. Par contre, pour répondre à la question, est-ce que ça fait agir? Est-ce que ça fait changer les pratiques? Est-ce que ça fait réagir? Et là, ben, je dirais alors pourquoi je dis parce que tout simplement, gros problème, c'est qu'en fait, on n'a pas de données réellement scientifiques là-dessus. On n'a pas vraiment d'études qui démontrent de façon formelle que quand on fait de la médiation scientifique, le public que l'on a en face de nous va réagir. On n'a rien de réellement quantifié. Par contre, on peut y réfléchir et juste de façon assez intuitive, on va pouvoir se dire, est-ce que finalement, le fait d'être acteur permet de mieux apprendre et de mieux comprendre? Et l'autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le fait de savoir et de comprendre conduit à agir, à réagir? Alors pour la première, en fait, la première question, je propose en fait une image d'un gâteau. Un gâteau, alors on le trouve beau, on le trouve hideux, peu importe, ça reste quand même une pièce d'art, on va dire, hein, une forme d'art. Si vous êtes spectateur et que vous regardez un show télévisuel, vous allez être convaincu que vous êtes capable de le faire. D'accord? Vous allez tester chez vous, vous avez été spectateur, vous allez vous tester chez vous, et ça ne ressemble pas du tout à ça. Au mieux, ça ressemble à une espèce de truc, enfin bon. Et ça n'a pas du tout, en fait, ni peut-être le goût, ni la saveur, ni l'odeur, ni le look, en fait, de ce gâteau-là. Peut-être tout simplement parce que vous avez été juste spectateur et pas acteur. Si vous aviez été, en fait, à côté de la personne et vous aviez fait avec elle, c'est assez intuitif, et je crois qu'on a tous vécu ce genre, en fait, d'apprentissage. Le fait d'apprendre à côté d'eux, forcément, aide. Et vous l'avez dit ce matin, c'est quelque chose d'expérientiel, en fait, forcément aide, le vivre avec aide, et énormément à apprendre, à comprendre. Maintenant, est-ce que savoir comprendre conduit à réagir? Alors, je vais prendre l'exemple, en fait, je reste sur le niveau alimentaire, on va parler de la viande de limousine, et là, je voudrais simplement que vous me disiez si dans la salle, il y a des gens qui sont amateurs de viande de limousine. D'accord. Madame, si vous voulez bien venir, en fait, juste... je vais vous... Alors oui, ceux qui ont vu, en fait, on se connaît un peu. C'est pour n'embarrasser personne. Voilà. Donc, madame, donc votre prénom c'est Marie. Voilà. Donc, madame Marie. Ok, je vais vous poser une question. D'accord? Vous m'avez dit que vous aimez peut-être la viande de limousine. Vous êtes amateur de la limousine. Parfait. Alors, maintenant, en fait, je vais vous annoncer quelque chose, d'accord, que vous ne saviez pas jusqu'à présent. D'accord? L'élevage bovin, l'élevage des ruminants, en fait, dans le monde, contribue de façon massive à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ok? Ce qui est en fait un élément majeur dans le changement climatique. Alors, je vais vous poser une question. Maintenant que vous savez, que vous l'avez compris et intégré, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez arrêter de manger de la viande de limousine? Non, Anne. D'accord. Elle a donc répondu non, d'accord? Je lui ai posé une question, elle savait, elle a répondu non. Maintenant, je vous pose une autre question, un petit peu différente. Est-ce que vous pensez que le fait de savoir, d'avoir compris, intégré ça aujourd'hui, va vous faire réfléchir et peut-être, vous vous dites que dans quelques années, d'ici quelques années, vous allez diminuer la consommation de viande? Oui. Je vais vous de discuter la réponse. Merci Marie. Donc effectivement, voilà une démonstration absolument scientifique et sans aucune... Donc évidemment, l'exemple ne vaut pas grand-chose, mais simplement pour vous faire réfléchir de façon assez, là encore, assez intuitive. Hein. Il n'y a pas de données scientifiques, en tout cas pas à ma connaissance. Il est certain que... Quoi, il est certain. Non, ça relève de ma conviction. D'accord? On est sur une opinion et pas sur des faits scientifiques. Moi, je reste convaincue, et je pense que peut-être vous-même, vous êtes convaincu intuitivement que oui, la médiation scientifique, le fait d'être acteur de l'apprentissage, le fait effectivement de mieux comprendre, va nous faire réagir, mais ce n'est pas une baguette magique, ça ne va pas nous faire réagir du jour au lendemain, voire à l'instant T, au moment où on l'apprend. Donc il va falloir du temps. Mais a priori, ou de façon, encore une fois, assez intuitive, ou assez, parce qu'on a la conviction, oui, ça devrait marcher. Alors maintenant, si on dit ça doit marcher, et que
j'ai réussi à vous convaincre de ça, vous allez me dire, ouais, mais bon, moi, c'est pas mon boulot. Hein. Franchement, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Si en plus je dois faire de la médiation scientifique, bon, sachez que quand même, vu ce que j'ai vu ce matin, vous en faites sans le savoir. Hein. Mais bon, c'est pas votre boulot, vous n'avez pas forcément le temps, vous n'avez pas forcément les réseaux pour ça, vous ne connaissez pas bien, et donc vous dites, mais si je veux en fait professionnaliser cette action-là, en fait, et mettre en place quelque chose d'un petit peu sympa d'un point de vue médiation scientifique, je fais quoi? Eh bien, tournez-vous vers les professionnels, parce qu'ils existent en Nouvelle-Aquitaine. Ils existent, ils sont super bons. Vous avez en fait 4 centres de culture scientifique qui sont Cap Science à Bordeaux, Espace Mendes France à Poitiers, Lac Odyssée à Pau et Récréascience en Limousin. Ce sont des professionnels, d'accord. Ces professionnels-là ont parfois des espaces muséaux, c'est le cas du Cap Science et c'est le cas de l'Espace Mendes France. D'autres sont plutôt dans l'itinérance. C'est une grande force, par exemple, de Récréascience, on va en parler. Ils organisent en fait des événements, c'est par exemple eux qui organisent toute la fête de la science sur le territoire néo-aquitain. Ils ont également développé en fait leurs propres événements, par exemple le nouveau festival, Dialogue au territoire ou encore Connexion, qui s'adresse à différents publics. Et puis ils ont un média, et ils ont bien sûr un catalogue partagé d'animation. Ce média, je ne peux que vous inciter à y jeter un coup d'œil, il s'appelle Curieux, c'est un média en fait qui cartonne actuellement, et d'ailleurs qui a été repéré par Univers Science, qui est la structure au niveau national qui gère le Palais de la Découverte à Paris et la Cité de la Science à Paris. Eh bien, Curieux, en fait, c'est un média qui actuellement a un peu plus de 3 millions d'abonnés et avec actuellement un peu plus de 400 millions de vues. Un média dans lequel on trouve des journalistes scientifiques, mais également en fait des scientifiques eux-mêmes qui vont contribuer sous forme de petites informations relativement courtes, avec cette idée en fait de démonter, de démêler le vrai du faux, de démonter les fake news. Et donc ça, c'est produit pur néo-aquitain, 100% néo-aquitain. Et Récréascience, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Bien, Récréascience, c'est en fait l'association qui est à l'œuvre, d'un point de vue culture-scientifique, sur le territoire limousin, sur les 3 départements. C'est une association avec 10 salariés qui a un bureau. Donc moi, je fais partie de ce bureau, mais on est 6-7 à faire partie du bureau scientifique, tous des professionnels en fait qui accompagnent cette association. La Récréascience, elle seule, en fait, touche 45 000 personnes. En fait, ça, c'était en 2023. Sur l'ensemble des 3 départements et touche notamment les gens en présentiel dans 80 communes sur 3 départements. Il y a un public assez mélangé, beaucoup de scolaires, mais pas que, des familles, le grand public. Il y a des publics de niche également, par exemple Récréascience intervient en milieu carcéral, Récréascience intervient en IME. On est également on touche en fait à travers les médias sociaux, un public particulièrement jeune, avec à peu près 500 000 personnes touchées via les réseaux sociaux. Il y a les partenaires en fait qui vont accompagner Récréascience pour notamment financer Récréascience sur des actions plus ou moins vastes. La région de Nouvelle-Aquitaine est le principal financeur. On a d'autres en fait partenaires dans cette association. Parmi les partenaires, en fait, vous voyez l'université, le rectorat, mais également le département de Haute-Vienne, par exemple, le ministère de la Culture, et il y a un grand accent ici, et j'espère qu'un jour on arrivera à les convaincre, c'est l'ARS. On a également... ok. Récréascience, donc voilà, ici vous avez en fait une photo d'un événement qu'a créé Récréascience qui s'appelle le Big Brain Show. Je vous conseille d'y aller si vous en entendez parler, c'est absolument c'est bien rigolo. Là encore basé sur la pop culture en fait, pop culture télévisuelle. Et donc Récréation, ce sont des animations de rue, en centres sociaux, en centres de loisirs, des ateliers et des expositions toutes itinérantes, ou beaucoup itinérantes, c'est vraiment la grande force en fait de Récréation. Ce sont des événements que Récréascience organise ou co-organise, par exemple la Semaine du Cerveau. Ce sont des événements qui sont co-organisés en collaboration par un ciné-débat ou apéroscope. Récréation, c'est aussi en fait une structure qui peut vous aider en fait à monter des projets. Par exemple, il y a des projets qui sont co-portés par Récréascience et par l'université ou par Récréascience et par Suez. Dans le cadre de Suez, par exemple, c'est pour la valorisation des déchets. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire co-porter? Eh bien, ces financeurs apportent un financement pour du salaire et le médiateur ou la personne chargée de mission va être en fait employé dans Récréascience aux côtés en fait des autres salariés de Récréascience pour profiter et bénéficier en fait de l'environnement en fait de Récréascience pour accompagner en fait et monter des projets. Récréascience peut faire de l'accompagnement de projets et de la formation à la médiation scientifique. Ça c'est le planning d'activité 2023 en fait. Alors juste une petite partie du planning puisqu'il manque les 4 derniers mois. Ils ne sont pas sur ce planning, non pas parce qu'ils sont vides, ils ne sont pas sur ce planning parce que ça ne rentrait pas dans la diapositive, elle aurait été, déjà là elle n'est pas très visible, elle aurait été encore plus visible.
Donc on voit effectivement que c'est un planning bien rempli. Récréation ne s'arrête pas, il n'y a pas vraiment de temps de pause. Toute l'année, il y a des animations qui sont proposées sur différents sujets dans différents secteurs. Et pour finir, je voudrais quand même conclure, essayer de répondre à la question au départ. Ça peut être un levier d'action en santé, est-ce que ça peut être un levier en fait pour aider à diffuser l'information et le bienfait en fait de la réhabilitation psychosociale? Je n'ai pas de réponse, ça relève beaucoup de ma conviction et de ce que j'ai pu voir ce matin. Je dirais pourquoi pas, en tout cas ça vaudrait le coup de tenter. De tenter pour qui en fait? Pour différents publics qui sont d'abord les usagers, d'accord, hein, ça peut les aider peut-être, pourquoi pas. Ça peut aussi aider les professionnels de santé, ça peut aider les employeurs, les collègues, les enseignants, les éducateurs, les familles, les amis à mieux comprendre en fait et peut-être à mieux agir. Et ça peut peut-être changer aussi un petit peu le regard en fait du reste du monde en fait sur ce qui est la maladie et ce qui est également cette démarche de réhabilitation psychosociale. Voilà ce que je voulais vous dire en fait. Ah non, pas tout à fait. Une dernière diapositive quand même pour vous dire que si vous avez des questions, alors sur le territoire limousin, hein, et Récréasciences, ça peut être aussi la porte d'entrée Récréasciences pour aller aussi vers les autres centres de culture scientifique, puisque Récréasciences est en lien avec eux via ce consortium NASTI. NASTI, pour ceux qui parlent anglais, je sais c'est pas très joli, mais bon, ils sont un peu plantés là-dessus, mais c'est pas grave. Donc NASTI, en fait, ce consortium des 4 centres de culture scientifique, eh bien, Récréation, c'est une porte d'entrée. Si vous avez des idées, des projets, des besoins d'aide ou des questions, il ne faut pas hésiter, il faut prendre contact avec Marie. Alors Marie a été sur scène tout à l'heure. Voilà, donc Marie Doneda, qui est la directrice de Récréation, ou avec Céline Mangini, qui est en fait chargée de, son titre exact, chargée de mission projet de territoire. Ils pourront répondre à vos questions et vous accompagner si besoin. Et je suis prête à répondre à vos questions.